also because it's one of the first events Yeah, that exactly. we're trying to get back to Yeah, to to the normal. So I think it's important because it's not the same, of course, when you on screen in two dimensions, so many things are happening, not only outside the event itself, but also even in the event, it's trying to see the person physically on screen. Yeah, and there is no, did not See the reaction. exactly. And They always multilateral meetings. They try to I was just reading my email. difficult in such a room, but in smaller rooms you can actually do it. Like low rooms, small rooms, you can change it. and then the first week, For example, one school. Sorry. But then the rules for the mask, then another week, I think it then up to Europe and after only when then I think it was 3 weeks, not 4. And then another one was Asia, Pacific Asian. And it was 3. I mean, somebody was saying that if you, even the people who listen, if they don't see the news, then Much easier. I don't know if the World Bank or the JET, because we are distributed by the World Bank, normal we are life. independent. And then Even if it's in the morning, follow the route, for this kind of thing, most of the flexibility. I think all the World Bank or the JET. But yes, now we I don't think there's a certification next week, and we have a delegation of 4 or 5 people with the CEO. I will be what is close to us, but it's the mission anyway in New York from the NFS next week. So at least I don't see much limitation. anyway, if you prefer to keep it, it's up to you. Okay. But if you want to take it, you have to know only good. Good. I just noticed on the print version of the program, the times are actually wrong. So it's all half an hour late now. And we realized that we had just organized a side event, and people were arriving half an hour late. Really? Yes. I mean, they're on. Yeah, for all the continents. But this is, I don't know if everyone has this. Explain our product. It was printed out, oh, and they were giving it an information. Countries we want to get according to the specific program. I read it wrong a bit. At least we were confused. We were wondering if off. We will do something. The online service. you're right. Did you read this? Ruben is saying that on the program it's listed at 4:30, but I don't think so. Oh, it's 4, huh? It's 4. Oh, because there is a 5:30 another meeting, so it should be normally articulated. 40. Four. Common name in Uganda. Yeah, really. It's, oh, you've got a colleague? We have a lot of colleagues from Uganda. I made a I don't know mistake. if it's a coincidence. My phone number when I Because we have no project in Uganda, but a lot of researchers so we're working with them. my phone starts screaming. One of them is Moses, but he left us already. Va bene. It's also his surname. I was wondering maybe. It's Common. parts of the Western Pakistan. A specific place where we Yes, You are there. after right in order of appearance. yeah, speak after you. That's me. Very little people. That's my first World Force Congress. Yeah, for me, same. Yes. Maybe you can share. Of course. Yes. Yeah, I think anyway the organization
organization is taking care of all this. It's a long way, so people need time to move between one room to the other. Yeah, yeah. But on the other hand, if you wait too long, you lose the online audience. Let's see. I'm gonna start, yeah? I'm gonna start. Okay. Très bien, bon après-midi. J'espère que nous allons avoir un petit peu plus de participants et en attendant, je vais faire un petit discours d'ouverture. Je me présente, je m'appelle Marco Piazza, je travaille dans l'Asie et Pacifique de la FAO et je suis modérateur de cette session qui s'intitule « Vers une modification et une diffusion ouverte et transparente des données forestières ». Donc, il s'agit de la première session de la sous-thème 5, « Gérer et communiquer les informations et les connaissances forestières ». Et nous allons avoir plus de sessions sous ce thème, donc je vous encourage à également participer à d'autres sessions. Alors, les forêts couvrent 31% de la surface de la planète et elles nous offrent des sources de revenus et notre habitat. Et elles jouent également un rôle important pour la lutte contre le changement climatique à travers la végétation et les sols. Et malgré les services importantes, les forêts sont menacées par la déforestation. En effet, entre 2015 et 2020, nous avons perdu beaucoup de surfaces forestières et qui menacent les espaces. Et cela exacerbe également le changement climatique. Donc, nous sommes là pour souligner l'importance des données transparentes sur le processus de prise de décision et pour assurer que la gestion, les forêts soient gérées de manière durable. Nous avons déjà eu la déclaration de Glasgow sur l'utilisation des forêts. Et toutes ces dispositions internationales ont reconnu l'importance des données transparentes et en libre accès pour la transparence. Donc, pour cela, nous avons établi le cadre de transparence renforcé qui comprend le système de surveillance des ressources forestières et cela se déroule dans le cadre de CC&UCC. Donc, nous avons depuis 2014, tous les pays ont ratifié la Convention et donc ça participe à ce cadre de transparence renforcé et qui nous permet de vérifier leurs contributions et leurs actions prises dans le cadre de NDC de différents pays. La transparence et la comparabilité des données sont cruciales pour assurer la transparence des données. Les pays ont déjà recueilli et ont disséminé les données forestières, et c'est ce qu'on appelle SNSF. Nous avons déjà travaillé avec plus de 50 pays pour établir les systèmes, et ce système polyvalent permet de répondre aux besoins des données internes, mais également pour rapporter les informations aux organisations internationales. La FAO a également soutenu les pays à travers le développement des outils de mesure et de vérification et de notification à travers de différents programmes. Par exemple, la FAO a lancé l'initiative de renforcement des capacités pour la transparence pour rassurer et booster les capacités institutionnelles et organisationnelles
pourrait épauler les pays à mieux former leurs experts pour recueillir les données et les disposer. Donc le partage des données forestières sont partagées à travers le FRA et suivre ces changements sur le temps nous permet de voir les actions qui ont été prises dans le sens de la transparence, la recueil des données et la lutte contre le changement climatique. Et aujourd'hui, notre panel comprend des experts venant de différents pays et différentes organisations internationales. Ils sont là pour nous parler de l'importance de la transparence de l'Ouganda, de la Mexique et du Brésil, qui vont nous parler du recueil des données. Et l'Ouganda, par exemple, est devenu le premier pays africain à partager l'inventaire des ressources forestières. Et la Corée a aussi établi et diffusé son inventaire de ressources forestières, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Nous allons entendre les expériences et les recherches qui ont été menées en Corée du Sud pour établir le système d'inventaire forestier national coréen. Donc, à travers ces sessions, nous allons voir la nécessité des informations liées aux forêts et souligner que la consistance et la crédibilité sont des facteurs clés pour la lutte contre le changement climatique. Et j'espère que nous allons continuer les discussions et dialogues au-delà de cette session. Alors, j'aimerais commencer tout de suite. Je vais demander M. Dirk Nemitz, qui sera l'orateur principal de ces sessions. Il est chef d'équipe de l'unité agriculture, foresterie et utilisation des terres. Et aujourd'hui, il va nous parler des obligations des pays pour participer au cadre de renforcement, de transparence renforcée dans le cadre de l'accord de Paris. Alors, Monsieur Dirk Nemitz, vous avez la parole. Bon après-midi à tous. Avant de commencer, je remercie d'abord le Service national des forêts de la Corée et de la FAO pour l'organisation de cet événement. C'est vrai que l'organiser un tel événement en pleine pandémie du Covid n'était pas facile, donc je remercie pour tous vos efforts. Aujourd'hui, je suis là pour parler du cadre de transparence renforcé dans le cadre de l'accord de Paris. Et après cela, nous allons voir la transition de MRV, donc le mesure, notification et vérification, et le TFE, et nous allons voir différents arrangements institutionnels qui sont effectivement inclus dans l'accord de Paris, et je vais rentrer ensuite dans les détails. Donc, chaque pays doit communiquer leur objectif de contribution. Ils doivent renforcer, donc les pays sont invités à partager de façon volontaire leur stratégie, les plans d'action pour la lutte contre le changement climatique. Et il faut également respecter le NDC. Et on me demande souvent les questions pourquoi tous ces espèces sont importantes. Donc je vous invite à regarder la slide. Alors pourquoi les pays devront-ils volontairement recueillir les pays? En fait, ce n'est pas utile non seulement pour la gestion des forêts, mais également pour la planification. On peut formuler des politiques qui sont adaptées à la situation et on peut également voir quels sont les soutiens qu'on doit renforcer. Et on peut aussi voir si le soutien est apporté à
aux points qui sont nécessaires. Donc, l'accord de Paris, donc selon l'accord de Paris, tous les pays doivent communiquer la contribution déterminée au niveau mondial. Donc, il faut leurs efforts seront vérifiés. Et à travers, il y a aussi une étape, il s'appelle examen multilatéral, axé sur la facilitation des progrès. Et sur tous les 5 ans, ces données sont utilisées dans le bilan mondial et ils sont encore vérifiés. Donc, à travers ce genre de processus, nous essayons et nous continuons de renforcer les accords qui ont été faits à Paris. En fait, de nombreux pays recueillent des informations forestières et ils ont leur propre système de recueil des données. Donc, tout ce qu'on demande n'est pas nouveau. Même les pays en développement ont des inventaires et des rapports qu'ils établissent sur les données forestières. Et les pays développés ont déjà, depuis quelques années, nous ont communiqué des rapports biennaux actualisés et les efforts sont analysés de façon technique à travers l'annexe technique de BER. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un cadre universel pour tous les pays. Donc, ils vont suivre les normes. Les pays devront nous communiquer des rapports tous les 2 ans, mais on sera plus flexible avec les pays en développement. Donc, voilà, c'est la différence de ce cadre de transparence renforcé. On offre un petit peu plus de flexibilité aux pays en développement, puisque le point de départ n'est pas le même pour tous les pays, et surtout en matière des forêts. Parce que pour certains pays, ils ont des inventaires qui datent de plus de 200 ans, et ils ont des dispositifs très spécifiques, mais pour d'autres pays, ils ont commencé à établir ce système il y a à peine 10 ans, donc il y a des pays où ils ont commencé à développer ces systèmes il y a à peine 20 ans. Donc voilà. La FAO exerce l'importance de la transparence et il faut savoir que 2024 n'est pas très loin parce que d'ici 2024, les pays devront soumettre les rapports biennaux mis à jour. Donc, il faut commencer dès aujourd'hui de collecter les données forestières et établir et renforcer le système de mesure, de notification et de vérification pour avoir un rapport d'ici 2024. L'accord de Paris a prévu un article dédié aux forêts et puis on parle aussi de REDD+. Donc il faut savoir qu'on fait une référence aux forêts mondiales et on parle précisément des forêts et son importance et on parle également de REDD+. Et on souligne l'importance de renforcement de cadres de transparence renforcée pour la lutte contre le changement climatique. Et cela a été explicitement reconnu par l'accord de Paris. Les données forestières, comme vous le savez, l'accord de Tokyo disposait des informations sur l'usage des terres. Donc ces données ont été éliminées de la liste, mais on a toujours gardé de la transparence et la donnée et les classes d'âge des forêts. Donc si vous avez travaillé dans les forêts, vous devez considérer tous ces éléments-là pour rédiger votre rapport.
et nous mettons une importance particulière sur REDD+, et le REDD+ doit être maintenu dans l'avenir. C'est parce que c'est à travers le REDD+, que nous examinons l'aspect technique et que le résultat est transmis ensuite à CCNUCC pour la vérification. Et ils sont inclus dans le bilan mondial. Et je vais aussi parler de l'importance des arrangements institutionnels. Dans le passé, les rapports étaient soumis de façon irrégulière. Il y avait des renforcements de capacité, mais qui n'étaient pas régulières, et la gestion n'était pas systématique, et les données n'étaient pas synthétisées, ou les données n'étaient pas spécifiques, même si elles étaient recueillies. Donc, nous avons décidé d'établir ce système de rapport de BUR pour encourager les pays à mieux gérer les données forestières et de mieux formuler des politiques de gestion des forêts. Donc, cela peut être un système très puissant. Et c'est pour cela que le Congrès forestier mondial est important. Cela permet de différents pays de se rencontrer, d'échanger des avis et de renforcer la communication et la collaboration. Donc, je vous rappelle, le premier BUR devra être rendu en 2024 et il faut commencer dès maintenant parce que cela va prendre beaucoup plus de temps que vous l'aurez imaginé. Donc, si vous voulez savoir plus sur les activités de CCNUCC et de l'ETF, je vous invite à vous rendre sur notre site. Je vous enverrai bien sûr cette présentation. Lorsqu'on examine les rapports, nous avons besoin des examinateurs techniques. Donc, si vous travaillez dans le domaine de l'inventaire des données forestières et des systèmes de surveillance des forêts, vous pouvez tout à fait devenir un examinateur expert technique. Et on pourrait avoir des opportunités de collaboration dans le secteur. Et CCNUCC considère que le ETF est un cadre très important et une sagesse qu'il faut continuer à développer. Les forêts jouent un rôle clé dans tous les aspects de l'accord. Et puisque je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, je vais juste me concentrer sur le dispositif institutionnel et le système de gestion, des systèmes de suivi et d'information des forêts. Nous avons besoin des systèmes solides pour renforcer le processus de notification, mais également les politiques de gestion des forêts. Donc, il faut commencer dès maintenant pour renforcer et mieux préparer les rapports biennales que vous allez soumettre. Merci beaucoup et je repasse la parole au modérateur. Merci beaucoup, Monsieur Tok, pour vos déclarations efficaces. Vous avez parlé de la transparence. Il est important d'aller de l'avant en réalisant des progrès dans le cadre de l'accord de Paris. Durant cette session, il y a beaucoup de conférenciers qui sont là, qui représentent de différents pays et des organisations internationales. Nous allons maintenant donner la parole à Pascal, qui est un représentant du Fonds mondial pour l'environnement. Et il y a le programme
de développement durable des forêts développé au sein du Fonds pour l'environnement mondial. Concernant la transparence, pourriez-vous présenter vos activités au sein du FEB et quelles sont les difficultés également rencontrées par les pays? Merci, Monsieur modérateur. Tout d'abord, je voudrais remercier l'organisateur et également le gouvernement sud-coréen pour son invitation. Durant ces 2 dernières années, nous avons traversé une période difficile. Il est très significatif de se réunir après cette pandémie. Le Fonds pour l'environnement mondial est un organisme financier qui soutient les différents engagements environnementaux à travers des fonds et nous aidons les gouvernements à améliorer leur transparence. Il y a des gouvernements, des acteurs privés et de différents secteurs et surtout le secteur forestier. Lorsqu'on regarde les conventions signées lors du sommet de Rio, nous devons soutenir les pays qui envoient leur rapport et ensuite nous accordons beaucoup d'importance à CEBIT pour la transparence et pour la convention pour la biodiversité et également le protocole de Nagoya. Pour que les gouvernements présentent mieux leurs rapports dans ces domaines, nous apportons notre soutien. Donc, notre activité pour soutenir la transparence est très vaste et nos soutiens s'adressent à différentes entités gouvernementales. Nous menons divers projets destinés à renforcer la capacité pour la transparence. C'est une initiative importante lancée en 2016. Ce n'est pas une initiative ni récente ni ancienne. Nous apportons des soutiens techniques et systématiques au gouvernement pour que ces derniers atteignent leurs objectifs. Le CEBIT a plusieurs objectifs. Tout d'abord, nous renforçons les capacités des gouvernements en matière de rapport. Et conformément aux accords liés à la transparence, nous visons à améliorer de façon constante la transparence. Donc, s'il y a des projets qui correspondent à ces 3 objectifs, nous apportons notre soutien. D'abord, nous lançons notre évaluation. Lorsqu'on regarde le portefeuille de CEBIT, il y a 79 projets, dont 35 régionaux. Et lorsqu'on regarde le montant global, 131 millions de dollars, surtout le projet lié aux forêts représente plus de 30%. Et nous apportons également notre soutien pour le rapport biannuel de transparence. Il est important d'y inclure les données forestières. Ce système de rapport biannuel a été adopté récemment. Le Fonds pour l'environnement mondial apporte ses soutiens à 11 pays de 9 régions et 9 pays ont récemment déposé leur demande de soutien. Le FEM mène divers projets et d'ici quelques mois, nous allons présenter notre rapport.
Lorsqu'on regarde ces projets, il y a le soutien pour la rédaction des rapports de 62 rapports pour que ces pays bénéficiant de soutien présentent leur rapport à temps. Nous allons continuer de donner le temps suffisant, le délai suffisant, tout en leur assurant le soutien constant. En se basant sur nos expériences, nous avons tiré quelques leçons, parmi lesquelles il est important de coordonner les différents projets. Il y a bien sûr des priorités fixées par les gouvernements et les régions. Afin d'assurer l'amélioration de la transparence, il est important de soutenir la collecte de données menée par les gouvernements, d'où l'importance de la coordination. Bien sûr, il est intéressant de valoriser les initiatives existantes, mais lorsqu'on regarde les projets, comme liés à RED, on voit des possibilités de mettre en lien de différentes initiatives. Mais ce n'est pas toujours le cas, car les initiatives sont en fait reliées l'une à l'autre, mais actuellement, il manque de corrélation entre les projets. C'est pourquoi notre rôle est important, car par rapport aux autres secteurs, le secteur forestier manque de systèmes coordonnés, car le capital humain varie selon les pays et aussi le progrès de financement est différent. Parmi les différentes capacités à renforcer, le partage des connaissances est très important. Nous nous concentrons sur des projets de valorisation des connaissances communes, surtout dans le secteur agricole et forestier. Le projet CEBIT présenté par les différents gouvernements, lorsqu'on les regarde plus précisément, certains projets se concentrent sur l'agriculture et la production. Nous devrions valoriser les projets qui mettent en avant la réduction de GES. Et je crois qu'il y aura plus de participation de différents pays. C'est pour ça que le FEM va déployer ses efforts pour renforcer la transparence. Et le FEM va soutenir les pays pour que ces derniers renforcent leur BTR tout en leur donnant le délai suffisant. Merci beaucoup, Monsieur Pascal. Il était agréable d'entendre sa présentation et de découvrir les missions actuelles du FEM et les projets à mettre en place. Nous avons mené des collaborations en matière de CEBIT et le résultat a été satisfaisant. Nous allons maintenant recevoir Monsieur Anssi Pekkarinen. Monsieur Anssi Pekkarinen est l'expert forestier spécialisé dans FRA, l'évaluation des ressources forestières mondiales. Il travaille pour l'initiative lancée par la FAO. Merci de nous avoir accordé votre temps précieux. Et je voudrais
vous demander de présenter les rôles joués par votre organisation pour l'amélioration de la transparence. Merci, Monsieur le modérateur. Et je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement sud-coréen d'avoir organisé cet événement. Et depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19, beaucoup de réunions se sont déroulées à distance. Donc, comme M. Pascal a déjà souligné, moi aussi, je vais également présenter nos activités pour améliorer la transparence. Selon l'accord de Paris, il y a des cadres à respecter, surtout pour soutenir les projets lancés par les pays en développement. Il est important de créer une plateforme ouverte et accessible. La FAO se base sur les données fournies par différents gouvernements. Récemment, nous avons publié le rapport 2020 FRA qui s'est basé sur les données envoyées par les pays de façon numérique pour assurer l'accessibilité à tous. Cela veut dire que n'importe qui peut y accéder et valoriser les données pour produire leur propre rapport. Grâce à cette initiative, on a pu renforcer les fonctions de la plateforme et traduire en 6 langues. Durant 1 an et demi, plus de 30 000 individus ont accédé à la plateforme FRA. C'est un outil très concret, pratique, très apprécié par les utilisateurs. C'est un point significatif. La plateforme FRA présente des statistiques de différents pays. Bien sûr, il y a des données locales, mais on se base sur les statistiques nationales. Pourtant, il y a des demandes qui veulent des données plus précises. C'est-à-dire, afin d'y répondre, nous fournissons des données comprenant celles liées aux forêts. C'est une nouveauté. Nous sommes au début de ce processus, mais il y aura plus de fonctions qui seront ajoutées, mais cela marque un tournant pour améliorer la transparence des données forestières et partager les données en la matière. Déjà, nous avons un mécanisme qui permet de partager et de valoriser les données ensemble. L'important est de maintenir ce système, voire l'améliorer. Pour y parvenir, il faut renforcer les compétences et proposer des formations. Nous avons tiré des leçons après la pandémie, c'est-à-dire toutes les activités se sont déroulées à distance, mais l'inquiétude s'est avérée inutile car l'Académie de l'apprentissage à distance a porté ses fruits. Les cours nouveaux ont été proposés en ligne. Ces dernières années, ces cours ont attiré de nouveaux visiteurs. Comme M. Marcus a précisé, nous allons continuer de fournir ces services tout en améliorant l'accessibilité et les fonctions à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale. Chaque pays va renforcer également les capacités des experts pour assurer le suivi et rendre la plateforme plus ouverte en utilisant des données locales et des données venant des satellites.
Et afin d'alléger la pression qui pèse sur les pays qui devaient présenter des rapports, nous allons améliorer les fonctions de la plateforme FRA pour améliorer la transparence et l'accessibilité. Et il y a d'autres projets qui seront mis en place, demandés par les pays membres de FRA, qui demandent de rendre plus flexible la plateforme afin de faciliter la publication des rapports. Si un pays a des informations nouvelles à enregistrer, au lieu d'attendre pendant 2 ans, au lieu d'attendre 5 ans pour le prochain cycle, chaque pays peut uploader les dernières données. Ce processus flexible va permettre de partager davantage de données. Je vous remercie. Merci beaucoup, Annecy. Vous avez parlé de l'importance des données en accès libre. Donc ça, c'est le point le plus important dans notre session. Donc, la transparence est également importante dans le FRA. Et si on compare la méthode actuelle et la méthode il y a 5 ans, s'il y a une grande différence, les données sont plus ouvertes et sont ouvertes à tous les utilisateurs. Et vous avez aussi mentionné le momentum en élan par rapport aux exigences internationales et le partage. L'approche partagée de différents pays à l'égard des données ouvertes et transparentes. Donc, à part les organisations internationales, nous avons également des invités des différents pays. Donc, je vais commencer par l'Ouganda. Donc, nous sommes très heureux d'avoir M. Kazungu. Il travaille avec le ministre de l'Eau et de l'Environnement ougandais en tant que responsable principal des forêts, suivi et évaluation. Il est aussi point focal des Nations REDD+, pour l'Ouganda. Monsieur Kazungu, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus sur le travail de l'Ougandais pour la transparence et quels sont les défis auxquels vous vous confrontez? Merci Marco pour votre introduction. C'est un grand plaisir pour moi et pour l'Ouganda d'être invité au Congrès forestier mondial. Comme vous le savez, Ouganda fait partie de l'Afrique. Et même si l'Ouganda souffre de la déforestation, nous avons quand même des zones forestières très importantes que nous maintenons et nous offrons. Ouganda, pour vous dire, est un des très peu pays dans l'Afrique pour avoir soumis un rapport de transparence, et cela dans le cadre de systèmes de surveillance des données forestières avec le soutien de REDD+, et de soutien également de la FAO. Et je remercie la FAO. Aujourd'hui, le système de surveillance des forêts a été institutionnalisé dans le pays, dans le sens où toutes les organisations qui ont des responsabilités à jouer pour la construction du système. Donc, il y a quelques années, avant le lancement du CEBIT, l'initiative de renforcement des capacités pour la transparence, l'Ouganda était un des premiers pays à rapporter les résultats de façon volontaire à travers l'annexe technique de REDD+. Et nous avons, à travers différentes approches, l'importance de la transparence dans l'accord de Paris, dans la gestion des données. Et nous avons
été invités, ils avons été acceptés pour faire partie de projet Sebit Forest, et cela nous montre à quel point l'Ouganda prépare pour l'avenir et prépare pour bien mettre en avant les données transparence. Il y a des choses qui sont extrêmement importantes, c'est évaluer les besoins des organisations et des institutions que nous avons établies en 2019. Et pendant le pic de la COVID-19, nous avons travaillé dur pour évaluer des ressources forestières. Et il était important pour nous d'avoir des compétences renforcées et recueillir les données qui devaient être recueillies pour le CEPIT 2020. Et nous avons également réalisé une analyse de l'impact dans le cadre de transparence renforcée. Donc c'est un outil qui a été utilisé pour pourquoi différents partis et différentes institutions accèdent à ces données. Et c'est un facteur clé pour la transparence. Alors, donc, identifier les utilisateurs et ceux qui accèdent à des données est une information importante. Et un autre aspect sur lequel on travaille et que je voudrais partager avec vous, c'est le besoin important d'avoir un protocole de partage des données pour les données forestières que nous recueillons à travers le système de surveillance des forêts. Le protocole de partage est en place et nous sommes en train de l'améliorer avec différentes discussions, avec différentes organisations qui travaillent dans le domaine de partage des données, dans le domaine du secteur du forêt. Donc, ce que je voudrais mentionner pour l'Ouganda, c'est que les données forestières sont recueillies à travers différentes institutions et même le secteur privé joue un rôle important pour nous. Donc, pour avoir une discussion de façon plus formelle est une bonne manière de recueillir des données et de partager les données. Donc, on a été engagé dans la construction et l'implémentation de ce protocole de partage. Donc, pendant le CEBIT projet, il y avait le fameux catalogue avec la FAO qui a été mentionné tout à l'heure. Et l'Ouganda était en effet le premier pays en Afrique pour partager les données dans le catalogue de la FAO. Et cela illustre l'importance du CEBIT et l'importance de la transparence et de l'accès libre des données forestières. Et nous sommes en train de l'améliorer pour faire des pas en avant. Merci beaucoup. Merci, Bob, pour votre intervention. Donc, vous avez mentionné en quoi l'Ouganda était un des premiers pays à soumettre le rapport de transparence. C'est très enrichissant de vous entendre. Et je voudrais également mentionner et rappeler les éléments importants dont vous avez parlé de l'importance de l'identification des personnes qui accèdent à ces informations et la source des données régionales. Et vous avez également mentionné du protocole de partage des données qui n'est pas commun dans plusieurs pays. Donc, vous partagez les données entre différents ministres. Et à travers le protocole, vous harmonisez, vous synthétisez toutes les données. Encore une fois, je vous remercie pour avoir partagé votre expérience. Ensuite, je voudrais passer à Monsieur José Armando Alanis de la Rosa, Humberto Mesquita. Il est directeur de développement forestier au service forestier brésilien.
Et comme pour d'autres panélistes, est-ce que vous pourriez nous parler de l'expérience brésilienne et quels sont les efforts et quels sont les défis auxquels vous faites face? Merci Marco, merci la FAO. Ça fait du bien d'être là après une longue période de la pandémie. Aujourd'hui, j'aimerais partager les activités menées par le Brésil et les défis auxquels nous faisons face. Depuis 1970, le Brésil a commencé à mener des enquêtes systématiques sur les ressources naturelles et vous pouvez retrouver les données. Et même aujourd'hui, les gens utilisent ces données parce que les résultats de cette enquête sont précises et sont très utiles. Donc, et en 1980, le Brésil a commencé à implémenter le système de surveillance satellitaire sur les forêts amazoniennes et nous avons commencé à donner les informations sur la quantité des forêts. Et en 2000, beaucoup de choses ont changé et nous avons commencé à utiliser le système numérique afin de produire des données et de transférer ces données datées, non seulement les résultats, non seulement les chiffres, mais également des images satellitaires et d'autres informations que les gens peuvent utiliser pour analyser et traiter ces informations. Et après, nous avons commencé à avoir des produits, des outputs qui sont très intéressants en utilisant ces informations qui sont offertes par le gouvernement brésilien. Et après 2000, nous avons commencé à développer plein d'autres systèmes de détection des incendies dans la forêt. Et en 2003, le Brésil a adopté une loi qui est très importante pour nous, parce que le gouvernement central donne aux gouvernements locaux des licences pour faire des activités forestières. Et les gouvernements locaux sont obligés de fournir des informations forestières au gouvernement central. Donc c'était le début du système de transfert et de partage des données forestières. Et toutes les organisations brésiliennes étaient obligées de partager leurs données. Et en 2006, nous avons créé le premier service forestier brésilien dans une nouvelle méthode, parce que nous avons dans le passé il était important d'utiliser les forêts, mais il n'y avait pas de texte juridique qui encadrait toutes ces activités. Même les données qui sont recueillies hors cadre devaient être analysées. Et tout doit être très transparent pour avoir un succès avec les données. Et nous avons aujourd'hui un grand succès. Et après 20 ans de concession,
Et en 2010, le Brésil a décidé d'avoir une loi nationale sur l'ouverture des données et nous avons changé la méthode, la façon d'envisager les données. Le ministère ou les fonctionnaires ou les décideurs politiques doivent souligner, donc à part les informations qui doivent rester confidentielles à la demande du gouvernement ou la haute direction, toutes les données doivent être partagées. Et de 2011, nous avons commencé à rédiger des inventaires forestiers nationaux. Le principal objectif était de recueillir des données, des meilleures données, pour donner les résultats. Et aujourd'hui, en 2021, nous avons commencé le projet CEBIT. Avec ce projet, on peut améliorer notre capacité à ouvrir les données, à partager les données. Et maintenant, on peut améliorer beaucoup de choses. Par exemple, dans 11 gouvernements locaux, nous avons les données et les données que nous utilisons sont disponibles à tout le monde. Même vous pouvez aller sur les systèmes d'information forestière et avoir accès à ces données. Pour ces 5 gouvernements locaux, et dans l'avenir, nous allons avoir plus de gouvernements locaux qui vont participer à partager leurs données. Donc il est important de bâtir une relation et avoir des outils de télédétection parce que les défis et que nous devons améliorer la qualité de nos données et nous devons avoir une approche spécifique et particulière. Et il faut utiliser des images à haute résolution et il faut les interpréter de manière précise pour élaborer les inventaires nationaux forestiers. Ces informations en haute définition nous donnent l'information sur le contexte des forêts. Quelles sont les influences de ces forêts? Et cela nous permet de renforcer notre capacité d'analyse. Avec ces projets, donc, comme je vous ai dit, nous avons certains gouvernements locaux qui proposent et qui partagent les données. Et nous prenons plusieurs photos et nous avons recueilli toutes ces photos pour faire un catalogue. Et le catalogue contient plus de 20 000 photos. Et nous avons des images et des photos de haute résolution pour les 10 000 points de placettes de échantillons. Et nous pouvons donc avoir des parcelles permanentes et avoir une vue d'ensemble à travers toutes ces images de haute définition. Au Brésil, nous allons continuer à améliorer les inventaires nationaux forestiers pour rendre les données forestières plus utiles. Donc nous n'allons pas nous contenter de juste avoir
des données, mais nous allons également s'intéresser à la méthode d'utilisation, puisque le Brésil a une superficie très étendue, donc nous n'avons même pas achevé la première enquête, mais partiellement dû en raison de la Covid. Donc nous allons continuer nos efforts pendant les 2 années qui nous restent pour couvrir 75% de notre territoire national. Donc sur ce, je vous ai parlé de nos efforts pour la transparence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation sur l'Ouganda. Et ensuite, nous avons découvert la situation actuelle sur le Brésil. Les 2 pays montrent en exemple aux autres pays. Et nous avons pu apprendre beaucoup de choses sur ces 2 pays. Nous allons poursuivre avec le prochain invité. Monsieur José Armando Alanis, qui est présent à distance. Merci pour accepter cette invitation. Vous êtes à l'extrême, à l'opposé de notre localisation, et vous êtes responsable du système national de surveillance des forêts. Et vous également vous occupez du système de surveillance par satellite. Et j'aimerais poser la même question. Tout d'abord, afin de renforcer la transparence, quel type d'efforts sont menés par le Mexique? Merci pour votre introduction. À titre d'information, je vais présenter en espagnol. Donc, si vous utilisez les appareils d'interprétation, veuillez changer la langue. Tout d'abord, au nom du gouvernement Mexique et de la coordination générale de la planification de l'information, j'aimerais remercier le gouvernement sud-coréen de cette invitation. Je vais maintenant présenter la situation du Mexique. Notre pays a une surface de plus de 137 millions d'hectares couverts de végétation forestière, dont près de 68 millions d'hectares correspondent à des forêts tempérées, humides et sèches, et plus de 11 millions de personnes dépendent de la forêt. Donc, tout à l'heure, notre modérateur a souligné que plus de 11 millions d'habitants dépendent de la forêt et dont beaucoup appartiennent à des populations autochtones, d'où l'importance de la protection des forêts. Et 48% de surface est couverte de forêts. Depuis 2004, le gouvernement mexicain a lancé l'enquête pour dresser l'inventaire forestier. Et nous définissons cet inventaire comme un bien public. Nous utilisons plus de 26 000 points d'échantillonnage. Nous menons l'enquête tous les 5 ans et rédigeons le rapport tous les 5 ans. Depuis 2004 jusqu'à 2009,
Et ensuite, il y a un rapport qui couvre jusqu'à 2014. Ensuite, un rapport qui couvre de 2015 à 2020 sera bientôt disponible sur notre site Internet. Notre système INFIS contribue aux intérêts publics tout en respectant l'engagement pris sur la scène internationale, particulièrement dans le cadre de l'accord de Paris. Ce sont les informations phares pour respecter nos engagements. Alors, quels sont les défis auxquels le Mexique fait face concernant l'inventaire? Tout d'abord, il y a des demandes venant de différents secteurs. Il est important de répondre à ces différentes demandes à temps, c'est-à-dire le milieu académique, les associations civiles et les entreprises. De plus, notre comité fournit des données afin de soutenir les projets menés à l'échelle locale. Ces dernières années, des rapports nationaux et internationaux se multiplient. De plus, la situation est similaire dans d'autres pays. Le capital humain et les ressources financières manquent. Surtout pour collecter les données sur place, il faut renforcer les moyens. En même temps, les outils et les capacités humaines pour analyser les données satellites manquent également. Il faut donc renforcer les capacités humaines qui sont capables de manipuler les outils sophistiqués. Un autre défi est de faire participer beaucoup d'acteurs venant de différents milieux à dresser l'inventaire forestier. En utilisant les outils numériques, nous pourrions inciter les gens à participer à surveiller la déforestation. Au Mexique, nous encourageons le suivi réalisé au niveau local. Grâce à la participation des habitants, nous pouvons répondre à la faille liée aux images satellites. Voici nos recommandations. L'important est de légaliser le suivi national forestier pour bénéficier des subventions. Ensuite, il est important de créer des accords entre différentes parties comme l'université, la partie privée et la partie publique afin de collecter ensemble les données. De plus, il faudra définir clairement les types de données et les types de données et les natures de données. Afin de renforcer la transparence des données, il est important de définir les approches, les processus et les étapes. Dans ce contexte, afin de rédiger un rapport, il est important d'utiliser les standards et les critères standards. De plus, il est important de partager les informations et pour cela, il faudra établir des stratégies de communication tenant compte des intérêts de différentes parties. Enfin, l'expérience et les connaissances peuvent être partagées grâce à la coopération.
Je vais terminer ici ma présentation. Je vous remercie de votre invitation. Merci. Muchas gracias. Merci pour votre présentation sur le pays. Et moi aussi, je voudrais souligner l'importance du rôle de la partie civile et des citoyens pour le suivi des ressources forestières. Et je voudrais également souligner l'importance de collecter des données en coopération avec les habitants qui utilisent ces ressources forestières. La participation des associations civiles est cruciale. Merci pour votre intervention. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Mais avant d'avoir cette séquence questions, j'aimerais inviter deux conférenciers à présenter leur sujet. Il était difficile de sélectionner les sujets et les conférenciers. Je suis ravie d'être avec vous. Et la première présentation sera faite par Ruben Wayne, spécialiste du système d'information géographique qui travaille en Allemagne. Et merci pour Marco, pour vos chaleureux messages d'introduction. Je vais faire une petite présentation de façon brève pour présenter les études menées par l'Institut forestier. Il est important de renforcer les capacités de collecte de données pour les pays situés dans les zones tropicales. Et cette étude a été réalisée par Melvin Lipp et Steven, qui travaillent à l'Institut forestier à Hambourg, en Allemagne, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et cette thèse a été également présentée par le gouvernement. Et cette étude concerne les forêts tropicales situées en Zambie, Équateur et des Philippines. Durant ces 10 dernières années, plusieurs études ont été menées. Il y avait beaucoup de progrès techniques et des soutiens législatifs du gouvernement. Mais dans les zones tropicales, il y a quelques défis à relever. Pour utiliser ces cartes localement, il y a des défis car certaines données ne sont pas exactes et à cause des couvertures nuages, il était difficile de collecter les données. Et certaines données étaient très anciennes et les cartes n'ont pas été mises à jour. C'est pourquoi nous avons utilisé les données fournies gratuitement par les autorités forestières. Et pour cela, nous avons évalué la qualité des données fournies par les gouvernements et les organisations forestières situées dans ces 3 pays. Ensuite, nous avons analysé d'autres données disponibles auxquelles nous avons accédé. À partir de 2016 jusqu'à 2019, nous avons collecté des données sur place et dans 36 paysages de ces 3 pays. Je pense que vous pourriez comprendre au niveau de l'opération, il y avait beaucoup de difficultés, mais nous avons pu recenser les données de 19 000 points de contrôle et collecter les données qui couvrent 19 000 hectares. On a pu numériser les données qui couvrent cette superficie
afin de savoir s'il y avait des déforestations et des dégradations des sols et l'utilisation des sols. À travers cette étude, des cartes globales disponibles ont été évaluées en termes d'exactitude. Pour cela, nous avons analysé les cartes fournies par les organisations internationales et nationales afin d'évaluer l'exactitude des données. Il y avait beaucoup d'écarts selon les pays et les données fournies par les satellites présentaient des écarts importants. Et nous avons pu également constater les difficultés rencontrées sur le terrain. Et les cartes fournies par les gouvernements présentaient une exactitude relativement élevée. Et durant ces 3 dernières années, nous avons pu constater l'amélioration des compétences de collecte de données dans ces 3 pays. Malheureusement, l'exactitude reste à désirer, avec une exactitude de 92%. Bien sûr, ce chiffre variait selon les régions. Sur certaines forêts, par exemple les forêts de repousse, les données n'étaient pas précises et l'écart de confiance atteint jusqu'à 41%. À travers ces résultats, nous constatons l'utilité des cartes fournies par les gouvernements. Mais pour les utiliser, il faudra opter pour un regard critique. Au lieu de faire confiance aveuglément aux données, il faut bien déterminer les paramètres avant de lancer des analyses. Récemment, certaines régions ont été victimes de déforestation et d'autres forêts de repousse qui sont reboisées. Pour ces régions, il faudra être plus vigilant. Ensuite, parmi les différentes données disponibles, le partage des données peut promouvoir les projets. Ensuite, il est nécessaire d'améliorer l'exactitude en intégrant les données collectées sur terrain. Ensuite, il faut un système d'évaluation et de contrôle des données. Merci pour votre attention. Thank you very Merci, Monsieur Ruben, pour votre intervention. Vous avez apporté un point de vue académique sur notre sujet et qui a un potentiel de contribution très importante. Alors, continuons avec le deuxième article volontaire qui sera présenté par Yong-Soo Im. Il est chercheur scientifique à la division du Centre de recherche sur les TIC forestières de l'Institut national des sciences forestières en Corée. Vous avez la parole. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre système d'inventaire forestière national coréen pour l'évaluation des ressources forestières et l'inventaire des GES. Cette slide montre une histoire brève de notre inventaire forestier. Le gouvernement coréen a établi le système de l'inventaire forestier en 1960 avec le Fonds spécial des Nations Unies. Et c'était en 1971 que le gouvernement coréen a lancé son propre système. Il y a eu des changements importants dans le processus. Par exemple, nous avons utilisé à créer des cartes avec l'interprétation des photos aériennes et la modélisation sur les forêts. Et avec les conventions comme les CCNUCC et autres, depuis 1992, les organisations internationales ont commencé à demander beaucoup plus de
données forestières, donc il fallait préparer toutes ces informations et aussi pour formuler des politiques forestières. Et nous avons commencé à avoir un échantillonnage plus systématique et nous avons opté pour une nouvelle méthode. Et si vous regardez, donc à partir de 5e inventaire forestier national, nous avons commencé à inclure des informations sur les réservoirs de carbone, les données sur la biodiversité, etc. Donc nous avons différentes données pour évaluer la vitalité et la santé des forêts. Et si vous regardez le 8e inventaire, nous avons commencé à utiliser des carnets de terrain électroniques et nous utilisons aussi les outils comme OpenForest qui est fourni par la FAO. Et nous utilisons des scanners, le HBeam et autres outils numériques pour améliorer notre système de surveillance. Et 2020, donc nous avons quelques principales conclusions que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, il s'agit de l'évolution de la superficie terrestre et forestière. Et ensuite, nous avons la superficie forestière par classe d'âge. Donc, si vous regardez l'évolution de la superficie terrestre et forestière, vous voyez un déclin léger, notamment en raison de la diminution de la population. Donc, nous perdons chaque année 7000 hectares de forêt. Et si vous regardez la superficie forestière par classe d'âge, la plupart des forêts ont environ 35 ans, 31 ans et 50 ans. Et ces recherches ont été menées depuis 1960, dans les années 1970. Et il y a un écart, si vous regardez la graphique, par les classes d'âge. Et si vous regardez le stock total des carbones, il y a une différence. Et en 2020, le stock total de carbone était de 900 millions de cétones. Et nous continuons à traquer les réserves, le stock total de carbone dans les sols. Et nous allons continuer ce travail pour suivre la capacité de forêt à piéger les carbones. Et il faut continuer à recueillir des informations, les données, et qui ont des valeurs sociales et économiques importantes, comme un puits de carbone et le producteur de bois. Ainsi, nous allons continuer à recueillir des informations et qui sont de plus en plus précises et de plus en plus transparentes avec l'utilisation des technologies informatiques. Merci pour votre attention. Merci pour votre contribution à notre session. C'était agréable de voir que vous avez le nombre de NFI, le IFN que vous avez inventé, et ce n'est pas courant dans les pays dans différents pays. Donc merci pour avoir partagé ces informations et je remercie encore une fois tous nos intervenants. Nous avons quelques minutes pour les questions et réponses. Si vous avez des questions, on va vous apporter le microphone. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez lever votre main et poser la question. Merci. Merci. Et en commentaire et une question. Je travaille pour l'inventaire forestier de l'ONU et on investit beaucoup d'argent pour partage des données dans un format standardisé. Et aujourd'hui, on comprend que nos partenaires commencent à utiliser et ils ont commencé aussi à construire leur propre système. Donc, c'est comme en Google.
il vous donne toutes ces données gratuites, mais si un jour on les rend le service payant, ça va être une catastrophe. Donc voilà, la dépendance des différentes parties nous aide à renforcer la coopération et la collaboration entre différents pays. Une question sur la transparence des données latitude et longitude. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à la réaction des propriétaires des forêts? Est-ce qu'il n'y aura pas d'inquiétude de mauvaise interprétation par les utilisateurs de ces forêts sur les données de géolocalisation? Donc je passe la parole à Monsieur Umberto. En fait, à l'intérieur de notre organisation, nous avons eu des discussions sur les points que vous avez relevés. Si quelqu'un découpe des arbres et s'ils se disent que ce n'est pas grave parce que nous avons beaucoup d'arbres, alors on se pose beaucoup de questions sur comment nous allons définir des critères sur l'utilisation des arbres. Et donc, certains utilisateurs et certains propriétaires essayent de ne pas partager, essayent de garder les informations en eux parce qu'ils ont peur que les informations seront mal utilisées. Donc, ce sont des inquiétudes qui sont réelles parce que les informations peuvent être abusées et utilisées d'une manière négative. Donc il y avait toutes ces inquiétudes. Mais après le partage des inventaires nationaux, nous avons compris que les gens utilisaient ces informations de façon plus utile et plus constructive. Si on se rendait dans une forêt qui appartient à un particulier, si on lui demande si on peut faire des mesures sur sa forêt, il va dire oui, mais il va continuer à se poser des questions parce que nous allons installer des dispositifs. Donc il faut lui expliquer pleinement qu'est-ce que nous allons faire et quelles sont les installations que nous allons installer pour faire des mesures de la forêt. Donc il faut les aider à comprendre, il faut les convaincre les propriétés parce que ces domaines appartiennent à ces individus. Alors dans cette situation-là, il faut bien expliquer. Et si une forêt appartient à l'État, il n'y a pas de problème. Mais si ce sont des individus particuliers qui sont des propriétés, il faut donner des explications, il faut les persuader et ça nous aide beaucoup. Donc pour nous, ce n'était pas un problème. Évidemment, il y avait des inquiétudes sur l'abus des informations par certains utilisateurs, mais nous avons souligné l'importance en quoi ces informations étaient essentielles et très utiles. Et si on leur montre que c'est le ministre qui a donné l'accord sur faire l'inventaire national forestier, les propriétés étaient souvent convaincus facilement. Mais s'il s'agissait des informations financières ou économiques, ça serait plus sensible. Mais sur l'utilisation des forêts elles-mêmes, le recueil de données n'était pas très importante. Je vais ensuite passer la parole à Annecy. J'aimerais parler des discussions qui ont eu en Europe l'année dernière, parce que dans certains pays, parce qu'en Europe, il y avait des parcelles d'échantillonnage permanentes et des parcelles d'échantillonnage
temporaires. Donc, quand il s'agit des sites temporaires, on peut recueillir des données puisque ils s'en fichaient, parce que ces forêts pouvaient être disparues à tout moment. Donc, il y avait ces inquiétudes. Merci. J'ai une question. Une question sur l'inventaire national forestière. Quel est le taux de non-réponse des parties intéressées ou des groupes locaux? Parce que si on regarde le taux de non-réponse aux États-Unis, cela dépasse 9% parce qu'ils sont inaccessibles tout simplement. Je m'appelle Christophe Klein, je viens de l'université Goethen. La Suisse, le taux de non-réponse, c'est 3,5% en Suisse, 5,7% en Allemagne, 1,7% en Allemagne. Le taux de non-réponse est aussi bas parce qu'on peut accéder à des forêts qui étaient autrefois inaccessibles. Donc, j'aimerais savoir le taux de non-réponse dans les pays comme le Mexique et la Corée du Sud. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, je vais vous donner un élément de réponse. Dans le cas de l'Ouganda, on n'avait pas d'accès dans les terrains privés. Et je pense que la manière à travers laquelle vous essayez d'avoir ces informations va avoir un impact sur le taux de réponse. Parce que certains propriétaires ont des questions lorsqu'on leur demande de nous fournir des données. Donc, lorsqu'on part sur une étude sur le terrain, les équipes sont souvent accompagnées des représentants des communautés locales. Donc, cela nous permet de résoudre des problèmes. Donc, pour nous, si on parle en termes de pourcentage, on dirait environ 3%. Donc, il n'y a pas beaucoup de difficultés en matière de la collecte des données. Et les situations ne sont pas très différentes d'une région à une autre. Alors, en termes de l'accessibilité, nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Et au fil de plusieurs décennies, nous avons défini des parcelles. Mais après l'analyse et l'évaluation, même si on a des données qu'on n'a pas et qui sont inaccessibles, le niveau d'exactitude reste assez élevé. Donc, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, n'hésitez pas à donner les chiffres. Donc, je vais vous parler de la situation brésilienne. C'est moins de 10%, mais le chiffre est très différent d'une région à une autre. Dans les zones amazoniennes, un autre problème existe dans certains placettes échantillons. Il y a des activités dangereuses, il y avait des actes illégaux qui se déroulent. Donc ça, c'est un point inquiétant. Donc si on regarde le sud du pays, le taux de non-réponse est moins de 10%. Mais nous avons une stratégie pour surmonter ces difficultés. Nous organisons des campagnes de sensibilisation auprès des agriculteurs et des communautés locales et des gouvernements locaux pour leur faire savoir ce que nous faisons et pourquoi nous faisons tous ces travaux. Donc,
il nous était pas très difficile d'accéder à ces données. Qu'en était-il en Corée? Quel était le taux de non-réponse en Corée? Si vous n'avez pas de commentaires à rajouter, je vais terminer cette séance. Donc, je remercie tous mes intervenants pour avoir partagé leur expérience et je remercie également les participants pour votre présence. Cette session nous permettra de renforcer la transparence des données et il faut avoir des données consistantes et régulières pour formuler et pour prendre des bonnes décisions. Et sur cette base, nous allons pouvoir bâtir un avenir résilient et durable. Et je vous souhaite en bonne santé, une bonne semaine. Merci beaucoup.